Bienvenue dans le débat consacré à l'aide humanitaire à Gaza. Alors qu'Emmanuel Macron a convoqué une conférence à l'Élysée, étaient présents des représentants d'une cinquantaine de pays. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne y a participé, ainsi que plusieurs ONG, afin de répondre aux besoins de la population civile palestinienne. Israël n'était pas invité. Emmanuel Macron avait prévenu Benyamin Netanyahou il y a quelques jours. Cette conférence humanitaire a lieu alors que la riposte d'Israël s'intensifie dans l'enclave. Israël va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées 3 heures à l'avance. C'est en tout cas un communiqué de la Maison-Blanche. C'est une affirmation donc des Américains. Emmanuel Macron avait appelé quant à lui à une pause humanitaire très rapide, a-t-il dit, et a œuvré à un cessez-le-feu. Alors comment aider la population à Gaza? Comment œuvrer justement à un cessez-le-feu, pour reprendre les mots du président français? Quel rôle peut jouer la France et la communauté internationale? Quelle réflexion sur l'avenir de Gaza? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, auteur donc de Diplomatie de combat, mémoire, et c'est chez Perrin. Merci d'être dans le débat. Agnès Levallois est avec nous. Bonsoir, vice-présidente de l'IREMO, également chargée de cours à Sciences Po. Bienvenue. Nous avons également Richard Verly avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant international pour le quotidien suisse Blick. Et puis également Frédéric Joly est avec nous. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du CICR en France. Merci d'être là. Avant justement d'évoquer cette conférence, je vous propose un point en image avec Ludovic de Foucault. Pays et organisations internationales à l'Élysée, mais Israël n'a pas été invité. Emmanuel Macron a donné ce jeudi matin le coup d'envoi de cette conférence humanitaire pour Gaza en appelant de ses vœux, à terme, à un cessez-le-feu. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Le président a annoncé que l'aide française pour les Palestiniens allait passer de 20 à 100 millions d'euros pendant que les humanitaires de l'ONU dressaient un tableau horrifié de la situation dans l'enclave palestinienne. Dit très simplement, la situation est insupportable et permettre qu'elle perdure serait un travestissement. Nos abris sont surpeuplés. La nourriture, l'eau, l'intimité sont rares. Les épouvantables conditions sanitaires font peser un risque important de santé publique. La conférence a permis de discuter d'objectifs concrets sur le terrain, restaurer les arrivées d'eau potable, de carburant et l'électricité, garantir que les aides pour Gaza ne soient pas détournées par le Hamas, mettre en place un corridor maritime humanitaire pour acheminer de l'aide par la côte de la bande de Gaza. Des discussions qui ne sauraient donner de résultats sans arrêt des combats. Israël et le Hamas répètent qu'ils excluent toute possibilité d'un cessez-le-feu. Israël demande au préalable la libération de tous les otages. Le Hamas, la levée du siège de Gaza. En attendant, l'aide au point de passage égyptien de Rafah ne passe toujours qu'au compte-gouttes. Frédéric Joly, je voulais commencer par vous. D'abord, cette conférence a-t-elle servi à quelque chose? Je pense que tout est bon à prendre dans cette situation-là. Maintenant, on sait, et ça fait depuis des semaines que les humanitaires alertent sur la catastrophe à l'époque à venir. Elle est là, elle est quasiment hors échelle. Aujourd'hui, les humanitaires qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza ne peuvent pas faire grand-chose, d'une part en raison de la sécurité. Il n'y a pas un Gazaoui aujourd'hui qui soit à peu près en sécurité. Et le fait que, comme le soulignait votre reportage, tout rentre au compte-gouttes, eh bien, ça rend inopérant les centaines de travailleurs humanitaires qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. J'ai eu ce matin un collègue du CICR sur place. Son souci immédiat, c'était de savoir comment évacuer une femme enceinte dont l'accouchement se passait mal. Comment faire quand on n'a pas l'ambulance qui va venir et qu'il n'y a plus aucun moyen de pouvoir répondre à cette simple urgence médicale que l'on peut reproduire à des dizaines de milliers à l'heure où l'on parle. Jean-Maurice Ripert, c'est un pari risqué pour Emmanuel Macron que d'avoir déclenché cette conférence. Est-ce qu'il a changé de discours quand il dit on va œuvrer à un cessez-le-feu? Non. De toute façon, je pense que le propos ce soir n'est pas de savoir si le président a raison ou tort. Moi, personnellement, je pense qu'il a raison parce que, comme l'a dit Frédéric Joly, tout est bon à prendre. Il faut arrêter par tous les moyens possibles cette catastrophe humanitaire. Mais est-ce qu'entre le terrain et la conférence internationale, il y a quand même... Non, il faut il n'y a pas un décalage.
c'est pas la France qui fait la guerre. Donc il faut, quand on réfléchit à la façon dont la France et l'Europe peuvent être utiles avec les Nations Unies, c'est justement d'œuvrer sur le plan humanitaire. Ça, c'est quand même une leçon de tous les conflits. Donc prendre l'initiative de réunir des gens qui peuvent, donner de l'argent. Je rappelle que les Nations Unies ont évalué à plus d'1 milliard de dollars l'aide humanitaire d'urgence nécessaire maintenant. Donc, essayer d'obtenir cet argent, c'est une bonne chose. Et là, on parle de 100 millions d'euros d'aide de la France. De la France seule, oui. Donc, ça fait 10%, c'est déjà pas mal. Mais, pardon, il y a aussi un aspect diplomatique. Vous en parlerez tout à l'heure, j'imagine. Mais tout ça, c'est aussi pour préparer la suite. Passer d'une pause humanitaire, d'une trêve humanitaire, de corridor humanitaire, quoi que ça veut dire concrètement sur le terrain, aux prémices d'une négociation ou de discussion qui amèneront à une négociation qui est la seule solution possible pour que tout ça s'arrête, c'est-à-dire la discussion sur la création de 2 États et un statut qui sera garanti par les Nations Unies, il faut commencer un jour. Et donc c'est pourquoi pas le faire à Paris, et moi je suis plutôt fier que ce soit la France qui en ait pris l'initiative. Agnès Levallois, les pays arabes, ils étaient quand même, il me semble qu'il y avait peut-être un ministre, enfin c'était plutôt des représentants. L'Égypte avait son ministre des Affaires étrangères ou pas? J'ai pas réussi à avoir la réponse. Je n'ai pas non plus. Donc ça veut dire que voilà, à part donc le Premier ministre palestinien qui était là, le reste, on était quand même, c'était des conseillers qui étaient présents. Parce que la question qui se pose, et on la voit bien à travers cette conférence, c'est le fossé quand même qui existe aujourd'hui entre les pays arabes, si on ne parle que de cela, et les pays occidentaux d'une façon générale, européens et États-Unis, dans la perception qu'on a de ce conflit et qui n'est pas du tout la même que l'on soit ici ou là-bas. Et donc les responsables des pays arabes aujourd'hui se rendent bien compte, poussés par leurs opinions publiques, qui se mobilisent fortement en soutien aux Palestiniens. Et donc il est difficile pour des ministres du monde arabe de venir ici si ça n'est pas pour obtenir véritablement des propos très forts sur le cessez-le-feu. Bien sûr que toutes les opinions publiques dans la région sont pour des trêves humanitaires si ça permet d'arranger la situation, mais tout le monde a conscience que là, l'urgence, c'est ce cessez-le-feu. Et on voit bien que, même si le président de la République en a parlé, et c'est très important, mais il y a ce hiatus, et qui, moi, m'inquiète aussi pour la suite, parce qu'on voit bien, j'étais au Liban il n'y a pas longtemps, et j'ai été frappée de voir que les Libanais les plus pro-français qui aiment la France, qui passent leur vie en France, avaient des propos extrêmement durs sur la position non seulement des Occidentaux, mais de la France dans ce conflit. Et donc je pense que les responsables arabes, même si on dit que souvent qu'ils ne tiennent pas compte de leur opinion publique, là, dans ce cas précis, ils tiennent compte de leurs opinions publiques parce qu'elles s'expriment très fortement. Alors pas de cessez-le-feu, de toute façon Israël ne le souhaite pas. Richard, en tout cas, on apprend tout de même qu'Israël va commencer à faire chaque jour, je l'ai déjà dit, des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées 3 heures à l'avance. C'est ce qu'a dit un porte-parole de la Maison-Blanche aujourd'hui. Et manifestement, d'après notre correspondante, ça a déjà commencé, ces pauses. Oui, les pauses, elles sont, d'après ce que j'ai compris, avant tout destinées à permettre l'évacuation vers le sud de ce qui reste de population, parce qu'il reste des populations. D'ailleurs, vous avez vu qu'un certain nombre de journalistes ont pu suivre l'armée israélienne dans des conditions extrêmement organisées. Et on voit sur les images, on voit des Palestiniens qui passent dans le champ de vision des soldats israéliens. Et je pense que c'est pour évacuer ces gens-là que les 4 heures qui ont été annoncées, éventuellement, se mettront en place. Sur la conférence de Paris qui a eu lieu ce matin, moi je suis quand même beaucoup plus pessimiste et sceptique que Jean-Maurice. C'est-à-dire que bien sûr, ce qui a été dit est important, la parole du président Macron et la parole des différents intervenants est importante, mais très franchement, est-ce qu'une conférence de quelques heures à Paris, avec pour seule annonce finale l'augmentation de l'aide humanitaire française, est-ce que ça change la donne? Je ne le crois pas. Donc je crois que quand même, disons-le, il y a un aspect communication politique, communication diplomatique, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais remettons quand même les choses à leur juste place. Jean-Maurice Ripert, oui. La diplomatie, c'est le fait de poser des petits cailloux. Et cette conférence, c'est aussi, pour revenir à ce qui est très important qui a été dit par Agnès Levallois, le Hamas a piégé les pays arabes. Il oblige aujourd'hui des gouvernements qui, soyons clairs, ont abandonné les Palestiniens depuis des années à reprendre la défense contre Israël des Palestiniens, alors qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre Israël et la Palestine, mais d'un conflit pour l'instant entre Israël et le Hamas, ce qui n'est pas la même chose. Donc il a obligé les pays arabes soucieux de leur opinion publique, à se rallier. Donc cette conférence, elle a aussi d'une certaine façon pour objectif, comme la tournée d'Anthony Blinken, d'obliger les pays arabes à revenir à la discussion
pour préparer la suite, parce que même pour la s'ils suite, étaient on aura besoin pas vraiment présents, ce qu'avait l'air de dire quand même Agnès Levallois. Pas présent, mais c'est vrai que ce qui est important, je crois, c'est que c'est pas tant aujourd'hui de mobiliser de l'argent, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'aide humanitaire qui est à la frontière de Rafah. Simplement, elle peut pas et donc, rentrer. elle peut pas rentrer. Et donc, pour moi, l'urgence, c'est d'exercer les pressions nécessaires sur Israël pour qu'il y ait plus de camions qui puissent passer, puisque si l'Égypte bloque, c'est sur pression quand même israélienne. Donc, les gros efforts à faire aujourd'hui, c'est pour permettre cette aide qui est là, elle est présente, mais elle ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza, alors que, comme vous l'avez si bien dit, les besoins sont absolument... Donc c'est une pression américaine qui pourrait fonctionner. Plus que la conférence de Paris. On a d'ailleurs, me semble-t-il, un extrait de ce qu'a dit Joe Biden aujourd'hui, on va l'écouter. Avez-vous demandé au Premier ministre de faire une pause de 3 jours pour faire sortir les otages? Oui, et j'ai demandé une pause plus longue. Êtes-vous frustré par le fait que le Premier ministre Netanyahou n'écoute pas plus ce que vous lui avez demandé de faire? Ça prend plus de temps que j'espérais. Frédéric Joly, on voit bien quand même qu'il y a effectivement des discussions entre Netanyahou et Biden, que c'est quand même la carte américaine qui entraîne ces pauses de 4 heures. Vous, justement, pour le CICR, quand on parle de pauses de 4 heures qui vont être annoncées toutes les 3 heures à l'avance, est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle ? Ou est-ce que c'est vraiment insuffisant? C'est difficile à apprécier. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, toutes les discussions autour des corridors humanitaires s'agissant de l'Ukraine, et on voyait l'incapacité finalement à les mettre en œuvre. Là, il s'agit d'imaginer donc des corridors à l'intérieur même de zones qui sont totalement détruites, avec une population, celle qui est restée au nord, qui est très très affaiblie. Comment on évacue? Est-ce qu'en 4 heures, on peut sortir des blessés lourds? Est-ce qu'on peut sortir des malades? Des hôpitaux qui, de toute façon, ne fonctionnent plus? Comment on notifie les acteurs sur le terrain qui vont se charger de ces choses-là? Donc, c'est plus qu'un défi logistique, c'est un défi sécuritaire. 4 heures, c'est bien trop peu. Depuis le début, le CICR appelle à, à un véritable cessez-le-feu. On ne peut pas imaginer un vrai déploiement massif humanitaire sans cessez-le-feu, sans sécurité. C'est une population aussi qui ne respire plus depuis plus d'un mois. Vous savez, le CICR, c'est le gardien des conventions de Genève, c'est lui qui les a écrites. Les conventions de Genève, c'est le droit international humanitaire, c'est le droit du plus faible. Qui sont les plus faibles aujourd'hui? C'est les otages d'un côté. Et pour cela, le CICR essaye d'avoir accès à procéder à de libération, à de facilité de libération, mais l'immense majorité des victimes... Ça, c'est un rôle important du CICR. C'est le rôle d'intermédiaire jouer... neutre dans les conflits armés. On a ce privilège d'être la seule organisation humanitaire au monde à pouvoir se prévaloir, sur la base des conventions de Genève, à pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire neutre. Donc travailler effectivement à essayer de voir les otages, de renseigner les familles qui sont dans une véritable détresse, et puis après l'immensité des victimes aujourd'hui est à Gaza, et l'urgence, c'est la mise en œuvre, c'est l'ouverture de Rafah, c'est un accès inconditionnel, c'est ce que dit le droit international humanitaire, les conventions de Genève. Aujourd'hui, la conférence de Paris voulait parler de la protection des populations civiles. C'est bien, mais c'est une obligation en fait en droit international humanitaire, et tous les pays qui sont tous partis aux conventions de Genève ont cette obligation, article 1, de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le droit international humanitaire. Richard, alors, je sais bien qu'il y a aussi la politique et la diplomatie. Il y a la politique, la diplomatie et la guerre. Sur le plan humanitaire, il y a quand même quelques curseurs. Regardez, je vais en prendre un seul. Il y a plus de 10 jours, au sommet européen de Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé la constitution de ce qu'il a appelé un corridor humanitaire maritime. C'est lui qui l'a annoncé. Et ça devait être le déploiement, notamment de navires hôpitaux et d'un certain nombre de moyens humanitaires par la mer, avec Chypre en base arrière. Où sont ces bateaux? Alors, qui sont les Européens qui ont mobilisé des navires? Alors, on a entendu Frédéric Joly. En plus, on parle d'un navire italien aussi ce matin. Ce matin, le représentant chypriote parlait de zone neutre. Ça, c'est important en droit international humanitaire. Après, c'est véritablement la mise en œuvre. Durant la guerre de juillet 2006 au Liban, j'étais sur le seul bateau du CICR qui faisait la Noria entre Larnaca et Tyr au sud Liban pour apporter de l'assistance. Ça voulait dire franchir le blocus maritime, être en négociation en pleine mer, quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, mais si ça marche, ça peut permettre effectivement d'apporter beaucoup de choses. Mais déjà, si on compte le nombre de camions qui sont bloqués à Rafah et cette nécessité qu'il y a de mettre en œuvre tout de suite, en tout cas le plus rapidement possible, les humanitaires
Médecins sans frontières a perdu des gens, nous on s'est fait tirer dessus. Frédéric Joly, mais pardon, mais Rafah, les Israéliens sont contre, les Égyptiens aussi, me semble-t-il. Hein. Il n'y a pas que... Il faut trouver... Enfin... Les Égyptiens sont d'accord pour laisser passer un peu d'aide humanitaire, mais c'est vrai qu'ils ne vont pas jusqu'au bout parce que les Israéliens, de toute façon, exercent les pressions et avec la crainte pour l'Égypte, c'est si ce point de passage ouvre, qu'il y ait des Palestiniens qui sortent et ils ne veulent pas être responsables de la deuxième Nakba, de la deuxième catastrophe, parce que le jour où les Palestiniens sortiront de Gaza, ils ne reviendront pas. Il suffit de voir où sont les Palestiniens. Ça n'a pas évolué depuis un mois, ça, en fait, ce discours, Agnès Levallois. Donc, pardon, parce que quand même, les corridors humanitaires, tels qu'ils résultent des résolutions des Nations Unies qui ont été adoptées après les résolutions des années 80 sur la fameuse responsabilité de protéger, le droit d'ingérence, disait-on à l'époque. Il faut le droit d'ingérence, c'est intéressant de le rappeler. Non, mais, parce que oui, parce que je comprends bien la défense du droit de la guerre par le CICR, mais il y a toute une série de... Il y a un corpus juridique qui précise ce que sont des corridors humanitaires adoptés par les Nations Unies. Et ça demande l'accord des deux parties. Bien. Il faut quand même rappeler aussi, parce que c'est un fait, que le Hamas refuse également le cessez-le-feu. C'est le Hamas qui a pris des otages. C'est le Hamas qui se cache dans les hôpitaux et derrière les populations civiles. Vous savez, il y a une façon simple d'aider les civils. C'est aussi que le Hamas participe à ces trêves. Pour l'instant, on n'en sait rien. S'il n'y a que Israël qui fait une trêve et pas le Hamas, je suis d'accord avec tout le monde, ça ne va pas servir à grand-chose. Si tout le monde s'y met, et c'était un peu l'idée quand même que tout le monde avait, alors on n'a pas invité les Israéliens et le Hamas, que je peux comprendre pour des raisons diplomatiques, mais c'est un peu étrange. Parce que la réalité humanitaire sur le terrain, c'est qu'il faut que les combattants se mettent d'accord pour qu'on puisse évacuer les ça veut dire inviter le comité politique du Hamas, par exemple ? Je ne sais pas, il faut leur parler en tout cas, à travers l'Iran, à travers le Qatar, à travers l'Égypte. L'Iran n'était pas invité non plus, d'ailleurs. Tout le monde parle avec la direction politique du Qatar. Le chef du Hamas est sorti de sa résidence brillante au Qatar, parce que c'est un homme courageux qui réside au Qatar. Mais il est en Égypte. Et il est allé en Égypte pour négocier justement avec les Égyptiens, parce que c'est toujours les Égyptiens qui ont servi de médiateurs dans les crises avec les Palestiniens et avec le Hamas en particulier. Une négociation peut-être sur la libération des otages. Bien sûr, puisque c'est l'objectif aussi du Hamas qui a bien compris qu'il avait une monnaie d'échange et que lui a tout intérêt à libérer des otages pour obtenir en échange quelque chose. C'est une négociation, bien sûr. On va revenir sur cette négociation. Avant ça, je voudrais qu'on écoute justement le Premier ministre palestinien. C'était au micro de Marc Perelman ce matin parce que lui était présent à cette conférence à l'Élysée. Les Israéliens ne veulent pas de cessez-le-feu parce qu'aujourd'hui, ils ont soif de vengeance, une vengeance génocidaire, de tuerie collective. Ils tuent pour tuer, mais les objectifs qu'ils se sont fixés, ils ne les atteindront jamais. Et c'est là que nous devrions demander à Israël d'arrêter cette guerre. Bien sûr que non. Parce que le Hamas n'est pas seulement à Gaza, parce que le Hamas est un concept, pas seulement une structure militaire ou une organisation à Gaza. Le Hamas est en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, les leaders du Hamas sont au Qatar, partout. Donc dire que l'objectif est d'éliminer le Hamas, ça n'arrivera pas. Richard, éliminer le Hamas, donc, n'arrivera pas. C'est ce que dit le Premier ministre palestinien. Mais il a raison. Il a raison. Alors on pourrait ajouter à ce qu'il dit une autre raison, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas une alternative palestinienne crédible, s'il y en avait une, si une alternative palestinienne crédible apparaît, peut-être dans les prochains mois... Alors il en a parlé aussi en disant que peut-être que le Fatah justement pourrait être renouvelé. Mais dans toutes les guerres, quand vous avez un tel constat de douleur et d'effroi, il profite à ceux qui combattent, même s'ils combattent avec des méthodes qu'on qualifie de terroristes, mais la guerre révolutionnaire, ça a toujours été ça, il faut quand même le redécouvrir. Donc tant qu'il n'y aura pas une force palestinienne, politique et militaire, qui pourra légitimement représenter les intérêts des Palestiniens, effectivement, le Hamas ne disparaîtra pas. Jean-Maurice Ripert, le Hamas ne disparaîtra pas ? Le Hamas a déjà abattu une partie de l'autorité palestinienne, en tout cas l'OLP, quand il a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Et par ailleurs, c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait l'autorité palestinienne, ou plutôt n'a pas fait l'autorité palestinienne en Cisjordanie, Agnès connaît ça beaucoup mieux que moi, il est évident que là, la conjoncture n'est pas très favorable. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a une identification aujourd'hui de l'avenir de la Palestine avec le Hamas. Et ça, c'est le piège absolu, parce que c'est la façon la plus compliquée dans laquelle tout le monde va être de trouver une solution. Parce que c'est vrai qu'Israël a mis en prison tous les responsables palestiniens qui pouvaient représenter une alternative, et je pense en particulier à Marwan Balrouti, qui était un leader
leader très apprécié des Palestiniens, aussi bien de l'OLP et qui avait des contacts avec le Hamas. Et évidemment, les quelques leaders qui auraient pu représenter une alternative politique, eh bien, a été mis en prison par Israël, qui ne veut en aucun cas négocier avec les Palestiniens pour permettre la création d'un État palestinien. C'est aussi ça, Netanyahou, bien sûr. Mais il est comme là au pouvoir depuis tellement longtemps que c'est lui qui, c'est lui qui incarne aujourd'hui. Et donc, quand on parle effectivement de la délégitimation des Palestiniens, c'est une réalité, mais avec en face un gouvernement israélien maintenant depuis des années et depuis un an en particulier, catastrophique. Puisque c'est un gouvernement qui ne peut pas envisager le moindre respect des Palestiniens, tout simplement. C'est pour ça, Agnès, qu'on a besoin de cette concentration de pression à la fois des Américains sur les Israéliens, mais aussi des pays arabes sur l'autorité palestinienne ou sur une autorité palestinienne qui puisse représenter une parole avec laquelle la négociation va être possible. Oui, mais aujourd'hui, cette autorité palestinienne a perdu toute légitimité parce que tout le travail qui a été fait a été en sorte... Donc, les pressions du monde arabe sur l'autorité, c'est pas sur l'autorité, c'est comment faire en sorte aujourd'hui qu'Israël accepte d'avoir un interlocuteur palestinien et à ce moment-là, faire les pressions nécessaires. Quel interlocuteur? Il faut le créer parce que ça ne peut pas être le Hamas. Le Hamas demande la destruction de l'État d'Israël. C'est pour ça que je parle de certains responsables qui sont en prison, qui sont vraiment acceptés par la population palestinienne et par une partie du Hamas. Comme Margouti, par exemple. Ce point est extrêmement important et on n'en parle pas assez parce qu'il y a des options. Il faut accepter de les voir et de se dire on peut travailler. Mais là, c'est un renversement radical de perception de la part de certains, en particulier en Israël. En attendant, le ministre de la Défense israélien est en train de s'exprimer. Il explique que Israël va en tout cas atteindre chaque Palestinien c'est en anglais, pardonnez-moi, chaque Palestinien impliqué dans l'attaque du 7 octobre, même si ça prend des années. Voilà donc ce que vient de révéler à l'instant donc le ministre de la Défense israélien. Donc voilà, même si ça prend des années. Frédéric Joly, est-ce que vous pensez aussi, alors que vous êtes dans l'humanitaire, que ça va prendre des années? Est-ce que vous mettez un petit peu, vous projetez? Non, c'est ce que je disais au début. L'humanitaire dans ce genre de situation, c'est un peu le temps du SAMU et c'est juste essayer de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. Et voilà, donc, une fois de plus, le dilemme aujourd'hui, et les collègues que j'ai eu aujourd'hui, mais il suffit d'interroger aussi les collègues de Médecins sans frontières, c'est ce dilemme, c'est être à l'intérieur, ne pouvoir rien faire, tout simplement parce que rien ne rentre. L'humanitaire ne vise pas à outrepasser sa simple fonction de secours, mais aujourd'hui, enfin si ça dure des années, effectivement, je pense que le problème sera réglé. Il n'y aura plus personne dans la bande de Gaza. Une des journées les plus tristes de ma carrière d'humanitaire, c'est ce qu'a affirmé Philippe Lazzarini ce matin, qui est le chef de l'UNRWA. C'était quand même très fort, il l'a dit aussi sur France Inter, il a parlé de 100 collègues tués au sein de l'UNRWA, qu'il n'y avait jamais eu autant de morts dans un conflit, contre 17 en 10 ans pendant la guerre en Syrie, Frédéric Joly. C'est vrai que c'était très poignant. C'est plus que poignant, c'est une guerre, comment dirais-je, à huis clos, en tout cas en utilisant des moyens de guerre, une conduite des hostilités dans un environnement extrêmement peuplé, immédiatement ça fait énormément de victimes. Et tous les principes de base dans la conduite des hostilités, le principe de précaution, le principe de proportionnalité, le principe de distinction, on ne s'attaque pas à la population civile, et bien effectivement, force est de constater, et on le dénonce depuis des semaines, et bien que celui-ci, de toute façon, ne peut pas être respecté compte tenu de la configuration même du champ de bataille. Donc c'est une véritable tragédie et on ne voit pas vraiment l'issue s'il y a d'une part pas de cessez-le-feu et pas de capacité pour les humanitaires et pour les... Par ailleurs, on parle de l'UNRWA là maintenant parce que vous en parlez, Stéphanie, comme si c'était une organisation finalement, j'allais dire en pleine possession de ses moyens et qui fait face à un conflit. Mais depuis des années, les Occidentaux et là même les Européens devraient bien se regarder dans le miroir. Ils ont quand même sapé l'autorité de l'UNRWA. Il y a des financements qui ont été coupés. Alors aux États-Unis, notamment durant l'administration Trump, c'est une organisation qui a été littéralement assiégée, alors que la bande de Gaza, elle, ne l'était pas. Alors maintenant, se tourner vers l'UNRWA et s'étonner de l'état de désolation qui, bien sûr, est causé par la guerre. Regardons-nous aussi en face, qu'avons-nous fait avec cette agence pendant des années ?
Il ne faut pas dire la responsabilité d'Israël sur le fait qu'effectivement, il ne respecte absolument pas, c'est clair, le droit international humanitaire et le droit international tout court, qu'ils prennent pour cible aussi bien, parce que c'est un peu au jugé, les humanitaires que l'UNRWA, qui est une agence des Nations Unies quand même. Ça veut dire qu'ils tirent sur les Nations Unies, il faut quand même dire les choses clairement. Donc moi, je pense que la difficulté, elle est là. Elle est du fait qu'on est dans un drame guerrier humain qui fait que plus personne ne respecte plus rien. C'est ça la réalité. Mais la difficulté que les diplomates vont avoir, c'est qu'on ne pourra pas y arriver si chacun ne prend pas ses responsabilités par rapport à chacun des groupes combattants. Est-ce qu'il y a eu des conflits récents dans lesquels le droit humanitaire, le droit international a été respecté? Souvenez-vous de Grozny, souvenez-vous d'Alep, tout ça a été... Alep, et c'est arrivé exactement la même chose. C'est ça, donc en fait... À l'échelle d'une ville qui a été rasée. À quel moment y a-t-il eu un conflit dans lequel le droit humanitaire, le droit international a été respecté? C'est vrai qu'il n'est pas respecté, mais là, on a... Donc ça veut dire que ça a explosé en vol, finalement, ces principes. Il y a une espèce de condensé à Gaza qui est absolument dramatique, qu'on n'a pas vu. C'est surtout ça qui est très frappant. Moi, je me souviens des images, travaillant beaucoup sur la Syrie, les images du siège d'Alep, qui étaient absolument terrifiants, mais ça n'a pas atteint les proportions que l'on voit aujourd'hui à Gaza, parce que c'est vrai que d'abord le territoire est très, très petit, 360 km², avec une densité une des plus élevées au monde, et donc ça rajoute, je veux dire, du drame à cette situation déjà extrêmement compliquée. Et le fait que quand même c'est un territoire qui était sous blocus depuis 2007, donc aussi avec des infrastructures quand même affaiblies de par ce blocus posé par Israël et par l'Égypte dans la partie sud de la bande de Gaza. Et donc c'est aussi toute cette histoire qui fait qu'on a un territoire qui est dans une situation, pour avoir été à Gaza plusieurs fois, c'est vrai que c'est impressionnant quand on va à Gaza, quand on se promène à Gaza, quand on fait le tour et qu'on se rend compte de cette densité. Et moi, j'y allais pas pour travailler dans l'humanitaire, simplement comme journaliste à l'époque. C'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Et là, on voit la carte finalement de ce que ça représente et du coup de la difficulté qu'il y a à faire quoi que ce soit. La carte avec l'encerclement donc du nord par l'armée israélienne, qui fait qu'évidemment ça rend encore beaucoup plus complexe à la fois le déplacement de la population du nord vers le sud et puis cette aide humanitaire. Frédéric Joly, une question tout de même sur les chiffres, parce qu'elle revient beaucoup, donc j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que le patron de l'UNRWA en a aussi parlé ce matin, Philippe Lazzarini. On parle de 4000 enfants tués. Ça, ce sont les chiffres du Hamas, qui parle également de plus de 10 000 morts sur place. Là aussi, ce sont les chiffres du Hamas. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous, par exemple, pour vous, humanitaires, de vérifier cela? On n'a pas cette capacité. Le CICR, en général, ne tient pas ce genre de comptabilité, puisqu'en général, les chiffres que nous affirmons sont des chiffres qu'on a pu vérifier et constater de visu. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les seules choses qu'on arrive à faire, c'est d'une part essayer de sauver les gens qui sont en périphérie, et puis surtout faire des évaluations pour essayer de préparer la meilleure réponse possible quand enfin s'ouvrira un peu plus large Rafah. Mais il est évident qu'il y a énormément de victimes, et je crois d'ailleurs que Philippe Lazzarini, on peut prendre, je veux dire, les chiffres de l'UNRWA comme sérieux, effectivement, fait un bilan assez terrifiant en un mois de combat. Il a aussi dit, Philippe Lazzarini, je vais rebondir d'ailleurs tous, qu'en fait, vous ne pouviez pas non plus dire qu'il y avait des tunnels sous les hôpitaux, des tunnels, puisqu'en fait Israël dit qu'il y a des tunnels avec donc des forces du Hamas, qu'en fait les forces humanitaires ou les Nations Unies ne pouvaient pas le constater. C'est le cas? Mais il y a déjà des hôpitaux auxquels on n'a jamais pu avoir accès en raison tout simplement des combats. Après, on sait aussi que beaucoup de populations vont naturellement se réfugier vers des endroits qu'ils pensent à peu près sécurisés que sont les hôpitaux. Donc des déplacements de population. Après, c'est interdit de s'attaquer à un hôpital. Ça, c'est vraiment l'un des principes cardinaux du droit international humanitaire. Pour le reste, on voit à quelle vitesse cela va et l'impact que cela a et la dimension très hors échelle aujourd'hui de pouvoir apporter une réponse humanitaire à peu près coordonnée à la population de Gaza. Richard, parce qu'évidemment, Israël dit qu'il se cache sous les hôpitaux. Le Hamas, sous les écoles, c'est vraiment ce qu'ils disent depuis le début. Que le Hamas, structure militaire absolument imbriquée avec cette population qu'elle a pris en otage, comme l'a dit Jean-Maurice, et des installations souterraines, des tunnels, soit d'évacuation, soit pour opérer un certain nombre de coups contre Israël à l'époque où il le pouvait, ça me paraît certain. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont surprenantes. Et moi, je vais faire un parallèle avec quelque chose qui s'est passé très récemment, dont on a encore tous les images en tête, c'est Mariupol.
Mariupol. Mariupol, vous vous souvenez, il y avait cette énorme aciérie avec ces tunnels dans lesquels étaient des combattants ukrainiens d'élite qui y sont restés pendant des semaines. On a quand même vu des images, on a vraiment vu des images de combattants d'abord morts, des combattants ukrainiens tués par les Russes. Les Russes avaient aplati la ville, exactement comme là les Israéliens font à Gaza. Là, il y a des images qu'on ne voit pas. Alors soit les Israéliens ne les montrent pas, les images qu'on voit des tunnels, franchement, elles ne sont pas concluantes. C'est des entrées de tunnels. Ça n'a pas l'air d'être des installations militaires fortifiées. Alors moi, je m'interroge quand même, mais je ne fais que poser la question à quoi ressemblent exactement ces installations du Hamas dont on nous dit qu'elles étaient absolument terrifiantes. Pour l'instant, on n'en a pas encore la preuve. Agnès, on parle du métro. Oui, c'est la grande métro de Gaza. Et moi, je voudrais revenir sur la question des chiffres, parce que moi, je trouve qu'il y a un côté assez indécent à remettre en question les chiffres qui sont donnés par le Hamas. Non pas que j'ai une confiance dans le Hamas, la question n'est absolument pas là. On s'est aperçu, et ça c'est une enquête de l'ONU qui le dit, que les bilans qui ont été faits dans les combats précédents, dans les opérations militaires précédentes, après l'opération, les chiffres du Hamas et ceux de l'ONU étaient pratiquement les mêmes. Donc aujourd'hui, remettre en question ces chiffres, simplement parce que c'est le Hamas qui les donne, parce que nous, on ne peut pas avoir accès au terrain et s'en rendre compte, je trouve que c'est indécent. Qu'il y en ait 10 800 ou qu'il y en ait 8 000 ou 7 000, ça n'a aucun sens. Et je trouve que c'est une façon de déshumaniser ce conflit que moi je trouve extrêmement grave dans la façon, même quand les Américains disent on n'est pas sûr, ce sont les chiffres du Hamas, je pense que là on est dans une dérive qui moi me paraît profondément choquante, simplement d'un point de vue d'un citoyen qui observe ça. Et donc je pense qu'il faut vraiment arrêter de rentrer dans ce jeu, si je puis dire, macabre de calcul. La réalité, on la connaît, c'est évident. Quand on voit les images de Gaza rasées, c'est évident qu'il y a des milliers de morts et qu'il y a sûrement encore des morts qui sont sous les décombres et qu'il va y avoir un nombre de blessés et d'estropiés à vie dont on ne parle même pas. Donc arrêtons avec cette indécence des chiffres. Un mot sur les otages. On va y revenir tout de même que le Qatar, on apprend, mène des négociations pour une trêve humanitaire de 3 jours en l'échange de la libération de 12 otages, dont 6 Américains. Il y aurait des pourparlers entre Israéliens, Qataris, Américains à Doha. Est-ce que, Jean-Maurice Ripert, ça vous semble probable, possible? Bien sûr. Ils en parlent en tout cas. Bien sûr, et depuis le début... Anthony Blinken est le premier qui, depuis le début, a fait la tournée des capitales en disant si on veut arriver à quelque chose un jour, il faut évidemment parler aux Qataris. Pourquoi le Qatar? Parce que le Hamas... le chef du Hamas est au Qatar et parce que c'est évidemment un des pays avec l'Iran qui ont soutenu et armé le Hamas. Donc il est nécessaire de le faire. Ça fait partie de ces petits cailloux dont je parlais tout à l'heure. Il faut s'en réjouir. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la responsabilité, mais si on veut arriver à quelque chose, des pays de la région. Souvenez-vous quand même, au premier jour de l'offensive israélienne contre Gaza, on a vu des images d'un mur en construction à Rafah, qui était construit par les Égyptiens. Souvenez-vous d'une des premières grandes opérations humanitaires qu'on a montées, qui a donné lieu à la première résolution de fait sur le droit d'ingérence, c'était à la frontière de l'Irak, quand la Turquie a fermé sa frontière pour empêcher les Kurdes qui étaient gazés par Saddam Hussein de s'enfuir en Turquie. Et on sent bien que les Égyptiens sont terrorisés à l'idée, ce que je peux comprendre, c'est pas le sujet. Donc il faut absolument qu'on trouve le moyen de mettre dans la négociation, quelle qu'elle soit, tous ces pays. Alors là, moi, j'espère aussi... on a l'impression qu'on n'y est pas du tout. J'espère aussi que les Nations Unies, pardon de le dire, parce que l'UNRWA, c'est quelque chose de formidable, comme toutes les agences de terrain. On a tous été sur le terrain. Ce sont les gens qui font le travail. Mais il faudrait que les Nations Unies commencent à exister sur le plan diplomatique. Moi, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire il faut pousser l'idée que les Nations Unies sont là pour le jour d'après et sont peut-être l'alternative. C'est-à-dire dire s'il y a un vrai cessez-le-feu un jour qui arrive, pourquoi pas charger les Nations Unies, comme ça a été le cas. Un scénario possible, alors. Comme ça a été le cas au Kosovo. C'est ce qu'a répété aujourd'hui le ministre italien des Affaires étrangères. Voilà. Et je trouve que c'est une idée, c'est une idée italienne. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça a marché au Kosovo. Je ne parle pas des conditions juridiques, résolution ou pas, c'est pas le sujet. Mais à la fin de la guerre, quand il y a eu un cessez-le-feu entre la Serbie et les forces occidentales, c'est les Nations Unies qui ont été désignées avec, à l'époque, l'Union européenne et l'OSCE, je crois, pour diriger temporairement, et ça a été Bernard Kouchner, le premier administrateur, donc pendant 4, 5, 6 ans, pour remettre debout avec les humanitaires de tous les pays, avec le soutien de toute la communauté internationale. Voilà un rôle pour les Nations Unies. Un rôle pour les Nations Unies, donc ça serait un des scénarios. Mais il faudrait que M. Guterres se manifeste.
Il s'est manifesté, Antonio Guterres, depuis le début de ce conflit. Il y a même un bras de fer avec Israël. Il s'est manifesté, Jean-Maurice. Sur l'avenir, c'est ça dont je parle. Parce que c'est là que les nations, on a besoin des Nations Unies, au-delà de l'humanitaire. C'est pour commencer à organiser les prémices de ce qui pourrait être une négociation. Moi, je voudrais ajouter un mot sur le Qatar, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce pays. Je voudrais revenir aussi d'ailleurs sur ces vidéos, pardonnez-moi, parce que je n'ai pas terminé sur les otages. Il y a eu des vidéos qui ont été montrées par le djihad aujourd'hui, justement, qui est donc l'autre branche. Il y a le Hamas et le djihad islamique, qui ont montré une femme de 77 ans, manifestement, et un enfant de 12 ans en vidéo. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des négociations poussées autour de ces deux personnes, peut-être pour les relâcher, ces otages? En même temps, on a des déclarations d'Israël juste après disant que c'est du terrorisme, en fait, que de montrer justement ces vidéos. On ne sait pas très bien où on en est. Oui, juste sur le rôle du Qatar, c'est vraiment très important. Et pourquoi le Qatar peut avoir un rôle? C'est que pendant toutes ces dernières années, le Qatar, avec l'accord d'Israël, a versé tous les mois 30 millions de dollars aux responsables du Hamas pour payer les fonctionnaires de la bande de Gaza pour éviter que cette cocotte minute n'explose. Donc, évidemment que le Qatar a un canal de négociation très fort avec Israël, et donc je pense qu'il faut absolument le rappeler, tout comme il a un canal de discussion avec les Américains. Je rappelle que la plus grande base américaine dans la région est au Qatar, et avec les Égyptiens. Donc le rôle du Qatar est un rôle très clair, il sert à tout le monde parce que c'est cet interlocuteur qui a fait de sa marque de fabrique, de sa capacité à pouvoir négocier, parce qu'il a de l'argent d'une part, et voulant se distinguer des Saoudiens, il a trouvé cette petite niche qui est de pouvoir négocier avec tout le monde. Donc quand on parle du Qatar... Et d'héberger en plus l'autorité politique du Hamas. Bien sûr, comme il abrite les talibans et que les Américains ont négocié avec les talibans à Doha. Donc Doha a un rôle tout à fait assumé, reconnu et assumé par la communauté internationale, parce que tout le monde a besoin de ce pays grâce auquel on peut avoir des canaux de discussion. Alors justement, ça sont les images du djihad islamique qui ont montré ces fameuses vidéos. Agnès, Richard, est-ce que effectivement c'est du terrorisme, comme dit Israël, du terrorisme par l'image? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont les relâcher? Enfin, c'est quand même... On sait qu'on est dans une guerre de l'image, mais là, c'est quand même assez frappant. Oui, terrorisme par l'image sans doute, mais quand vous êtes dans une telle situation, aller dénoncer cette exploitation des otages, c'est justifié. Mais franchement, il y a un chaos qui concerne des millions, au moins 2 millions de Palestiniens, donc je crois qu'il faut quand même avoir en tête ça. Quand on parle des otages, non, quand on parle des otages, moi j'ai deux interrogations, encore une fois, pardonnez-moi de poser des questions sans avoir les réponses. Premièrement, c'est qu'il est évident, semble-t-il, que ces otages sont maintenant détenus dans la partie sud de la bande de Gaza, puisque Israël occupe toute la partie nord. Ça veut dire qu'ils sont au milieu de la population, d'une manière ou d'une autre. Donc comment faire s'il s'agit d'aller les chercher? C'est quand même ce qu'Israël avait annoncé au début. Ils allaient aller chercher les otages. Là, je ne vois pas comment c'est possible. La deuxième chose, c'est que si on propose au Hamas ou au djihad islamique de commencer à saucissonner les otages, puisqu'il y en a, je crois, 230 qui restent, et qu'on les relâche 10 par 10, c'est absolument effroyable. Alors d'abord, c'est du terrorisme de la part de ceux qui les détiennent, mais c'est absolument terrible quant à la possibilité d'obtenir un cessez-le-feu. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur les otages. Je rappelle juste, je crois, peut-être vous pourrez me corriger, que le Hamas avait initialement proposé de les libérer tous en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens. Absolument. Et qu'Israël a refusé. C'était ça. Il n'y avait pas une distinction entre les civils et les soldats, non, justement? Parce que la question, c'est qu'en fait, le Hamas avait, vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'il avait détenu ce soldat Shalit et qui avait obtenu, en échange, justement, après des négociations qui avaient pris du temps, avait obtenu la libération de milliers de prisonniers palestiniens qui avaient représenté un certain traumatisme en Israël, puisque, effectivement, à l'époque, la position d'Israël, c'était de tout faire pour obtenir la libération d'un otage, quel qu'il soit, pris par le Hamas ou par une faction palestinienne. Et donc le Hamas a voulu, dans cette opération menée le 7 octobre, renouveler finalement la même stratégie qui consistait à prendre le plus grand nombre possible d'otages pour pouvoir non seulement obtenir la libération des prisonniers palestiniens, dont un grand nombre d'entre eux ne sont jamais passés en jugement, il faut quand même le rappeler, et pour obtenir que la cause palestinienne soit à nouveau remise sur la table, parce que tout le monde s'était finalement accommodé du fait que cette question, on n'en parlait plus et tout le monde est trop content qu'on en parle plus. Donc c'était un otage israélien contre à l'époque, 1020, je crois, enfin un peu plus de 1000 prisonniers. Et donc là, l'idée, c'était de faire un peu la même chose en ayant donc beaucoup d'otages. Et là, vous dites, Agnès, Israël a refusé en fait, Jean-Maurice Ripert. Écoutez, je ne sais pas, c'est toujours difficile parce qu'on parle des otages comme si ce n'étaient pas des êtres vivants. Il faut quand même se souvenir... au contraire, parce que... Il faut se souvenir de la façon dont ces otages ont été pris.
N'oubliez pas le 7 octobre quand même, on ne parle pas dans l'absolu. Ce sont des femmes, des enfants, des vieillards, dont certains... Il y a des familles qui, tous les jours, des familles israéliennes qui demandent qu'ils soient libérés. Certains ont été décapités, d'autres violés, d'autres brûlés, etc. Donc on parle d'une véritable barbarie. Bien. Donc dire, il suffirait qu'Israël libère 5000 otages pour que le Hamas, dans sa grande... Non, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez dit ça. J'essaie simplement de dire que malheureusement, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que c'est en effet un peuple entier qui a le droit d'exister aussi, Israël, qui est dans un état de traumatisme absolu. Nous le savons tous, on a tous des coups de téléphone avec des tas de gens. Bien. Donc de dire il suffirait que... D'abord, on n'est pas sûr du tout que le Hamas tiendrait... Personne n'a la moindre idée du nombre réel qu'ils sont. Mais en effet... il ne faut pas les oublier. Non. Donc là encore, si vous voulez, je plaide, mais c'est la difficulté et des humanitaires sur le terrain et des diplomates autour du terrain, pour que tout ça fasse l'objet le plus vite possible de rencontres internationales. Et essayons de garder un tout petit peu d'espoir entre la rencontre de Paris, les conversations de Doha, celles qui ont eu lieu en Égypte. Quand même, il se passe des choses. Peut-être, peut-on espérer, si les Nations Unies s'y mettent aussi avec leur force, peut-être que quelque chose commence à prendre. C'est la seule façon de régler aussi le problème des otages. Frédéric Joly, sur la question des otages. Oui, ça fait aussi partie le CICR au est titre impliqué. Du droit international humanitaire, que le CICR intermédiaire neutre travaille aussi sur cette question-là depuis le début, comme il travaille dans tous les contextes de guerre auprès de toutes les personnes privées de liberté. Alors oui, la prise d'otages est interdite en droit international humanitaire, mais oui, il est aussi prévu que le CICR puisse visiter, avoir accès à ces gens-là, juste pour renseigner les familles, dont la détresse... Et ça a été le cas, là, où vous avez eu accès est absolu. Le CICR est en contact avec le Hamas, on a été impliqué dans les 2 libérations, les 2 fois 2, les 2 ressortissantes américaines et les 2 femmes âgées israéliennes. On est en contact. Après, on sait que beaucoup d'autres se parlent et que c'est une fois que les décisions politiques ont été prises que le CICR assure la logistique du dernier kilomètre, on va dire, c'est-à-dire que les personnes sont remises à l'humanité que représente le CICR. On neutralise désormais le voyage qui va conduire les personnes détenues vers leur liberté, vers leurs proches. Ça, c'est notre travail. On est en contact avec le Hamas, on est toujours à disposition, on est toujours là pour faciliter. On discute avec beaucoup de gens. C'est vrai que tout le monde se dit que c'est au compte-gouttes, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est au compte-gouttes exactement comme l'aide humanitaire qui rentre dans Rafah. Ce qui est terrifiant, c'est la détresse autour des otages et c'est la détresse autour de toutes les victimes aujourd'hui de Gaza. Et effectivement, s'il y a, comment dirais-je, la prise d'otage, c'est aussi de monnayer, de négocier des êtres humains, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un deal qui risque de se passer au compte-gouttes. Les conséquences sont terrifiantes d'un point de vue humanitaire. Donc nous, notre but, jouer l'intermédiaire neutre, essayer de parler à tout le monde et faire ce que l'on peut. Je vais jeter un voile encore plus tragique sur ce qui se passe, pardonnez-moi, mais il y a aussi une autre question qu'on doit poser, c'est est-ce que ces otages, les 230, sont toujours en vie ? Parce qu'on ne le sait pas, et il est possible, vu les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés, qu'un certain nombre d'entre eux soient morts et que le Hamas laisse croire qu'ils sont vivants pour avoir un élément de négociation absolument abominable. Ça, on ne pourra pas savoir. Il nous reste 2 minutes. Un dernier tour de table, justement, sur ce fameux après. On a parlé de cette, vous le disiez, hein, Jean-Maurice Ripert, peut-être les Nations Unies pour avoir un rôle important. Est-ce que les États-Unis se réengagent dans cette région for good, si je puis dire ? Il le faut. Pour l'instant, ça tient. L'approche des élections américaines est inquiétante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à des résultats avant l'été prochain, c'est la catastrophe. Parce que quand on sera dans un débat Biden-Trump, ce qui semble devoir être le cas, je crains que ça ne soit pas très favorable à l'engagement américain. Or, sans les Américains, on n'arrivera à rien. Il faut quand même dire les choses clairement. Absolument. Agnès ? Oui, et si Trump revient au pouvoir, là, ce sera la catastrophe totale et je n'ose même pas imaginer ce que ça puisse donner. Et ce qui est clair, c'est que dans l'état actuel des forces, côté israélien et côté palestinien, il faut absolument que les deux de chaque côté changent pour qu'on puisse espérer mettre au point une esquisse de solution politique parce que, je le répète, sans solution politique, il n'y aura jamais la fin de ce conflit et la violence va continuer de pire en pire. Donc on est contraint, obligé de trouver une solution politique. Il n'y a pas d'autre choix que cela. Merci Agnès Levallois, merci Frédéric Joly d'avoir été avec nous, Jean-Maurice Ripert, merci Richard Verly, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain. Bonjour et bienvenue à tous dans ce